claire du président nigérien à Abidjan, partance pour la Guinée équatoriale. Le chef d'État nigérien a fait escale aujourd'hui dans la capitale économique ivoirienne. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête. À Paris, la réunion du groupe consultatif sur le PND, le Plan national de développement 2016-2020, a été fructueuse. Le pays a obtenu au premier jour des échanges 7 700 milliards de francs CFA de financement et hier avec le secteur privé 9 500 milliards de francs CFA. Sur place ici à Abidjan, la police nationale est au front. Elle vient de lancer une opération de sécurisation appelée opération épervier. Cette opération vise à traquer les microbes et déjà l'opération a porté ses fruits. Des centaines de suspects ont été interpellés. Attaque, terrorisme ou accident, la question reste posée après la disparition la nuit dernière en mer d'un avion de la compagnie Egypt Air reliant Paris et Le Caire. L'avion transportait 66 passagers. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal de RTI 1 pour vous informer. C'est une visite éclair effectuée par le président nigérien à Abidjan en partance pour la Guinée équatoriale afin d'assister à la cérémonie d'investiture du président équato-guinéen. Le chef d'État nigérien a fait escale dans la capitale économique ivoirienne aujourd'hui. Mahamadou Issoufou s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Au menu de ce tête-à-tête, plusieurs sujets, notamment le renforcement des relations entre les deux pays et la lutte contre le terrorisme. Explication, Jérôme Kofi Aboulé. Très bref, le séjour ivoirien du président nigérien Mahamadou Issoufou ce jeudi 19 mai 2016. Un séjour d'environ 1 heure d'horloge à partir de 11 heures quand le chef de l'État nigérien est accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Et il s'en est suivi un tête-à-tête entre les deux hommes d'État au salon d'honneur du pavillon présidentiel. Aussi bien pour le président nigérien que pour le président ivoirien, cette visite, quoique brève, est tout à fait fructueuse. Vous connaissez les liens entre la Côte d'Ivoire et le Niger, des liens donc forts, des liens anciens, d'abord au sein du Conseil de l'Entente, également au niveau de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de la CEDEAO, nos liens personnels, le président et moi-même. Et donc c'est toujours un plaisir, président, de vous recevoir à Abidjan. La visite est très brève, mais elle a été fort fructueuse. On a donc profiter de cette rencontre pour aborder un certain nombre de questions d'intérêt commun, un certain nombre de questions bilatérales. Nous avons également abordé des questions multilatérales. Nous sommes tous les deux pays membres d'un certain nombre d'organisations, la CEDEAO, l'UEMOA, le Conseil de l'Entente. Il y a des sujets d'intégration que nous avons abordés. Nous avons mis à profit notre entretien pour évoquer les questions de sécurité régionale qui nous préoccupent tous. Et en particulier, il faut le dire, la situation dans le Sahel, la situation au nord Mali. Et je constate que par rapport à l'analyse que nous faisons de cette situation, nous avons une parfaite identité de vue quant aux solutions qu'il faut mettre en place pour créer les conditions d'un retour définitif de la paix, en particulier au nord Mali. Ensuite, nous avons abordé cette question extrêmement importante pour nous, relative au chemin de fer, la boucle ferroviaire, Lomé, Cotonou, Niamey, Abidjan, Ouaga, Abidjan. Là également, nous avons convenu que ce projet structurant pour les économies de nos différents pays va être redynamisé et nous allons très prochainement voir comment mobiliser les partenaires afin que ce projet soit effectivement accéléré. Avant ces échanges, le président Mahamadou Issoufou s'est donné le temps pour saluer ses compatriotes présents à l'aéroport à son arrivée. Au moment où il reprend le chemin pour sa destination finale, à savoir Malabo, il est 12h40. Le président du Niger, dans la capitale de la Guinée équatoriale, va prendre part à la cérémonie d'investiture du président équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema après sa réélection
pour un autre mandat à la tête de son pays. Parlant de terrorisme, comme vous l'avez entendu, la lutte doit s'accentuer dans la sous-région. Le Nord Mali a été de nouveau visé par une attaque. 5 casques bleus ont été tués hier dans la région de Kidal. 3 autres ont été blessés brièvement. Il s'agit de militaires du contingent cadien. Ils ont été pris dans une embuscade alors qu'ils escortaient un convoi logistique dans la région de Kidal. C'est dans le nord-est du Mali. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. Retour à Abidjan au palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu le président fondateur du groupe Adax et Oryx. C'est un groupe suisse qui intervient dans la distribution de produits gaziers et pétroliers. Oryx Énergie veut étendre ses activités en Côte d'Ivoire. 3 filières sont déjà présentes sur le sol ivoirien. C'est ce que nous dit Awatouri. Fruit de la fusion des activités de négoce et d'aval pétrolier du groupe privé Adax et Oryx, Oryx Énergie, fournisseur indépendant de produits pétroliers et gaziers, entend accroître ses activités en Côte d'Ivoire. Le président fondateur de ce groupe suisse, Jean-Claude Gandour, est venu faire au président de la République, Alassane Ouattara, le point sur les investissements réalisés et à venir, notamment la réhabilitation du centre amplisseur de Boaké, et la construction de mini-centres amplisseurs à l'est et au sud-ouest du pays. Nous sommes opérateurs économiques en Côte d'Ivoire depuis à peu près 30 ans, dans le domaine aujourd'hui du gaz. Et donc nous avons parlé d'investissements futurs pour pouvoir faire une implantation de gaz plus importante dans le futur. Nous avons commencé nos investissements dans ce pays de manière plus soutenu depuis à peu près les années 2000 et nous montons en puissance puisqu'aujourd'hui Oryx Côte d'Ivoire est le premier distributeur de GPL en Côte d'Ivoire. Le groupe Oryx Énergie est représenté par 3 filiales en Côte d'Ivoire. Oryx Gaz, premier opérateur du secteur gaz avec 26% de part de marché, Petrosissout et Oryx Oil. On en arrive à la réunion du groupe consultatif pour le plan national de développement 2016-2020 qui a pris fin hier à Paris. La moisson a été bonne pour la Côte d'Ivoire qui a réussi le pari de la mobilisation de ses partenaires, les bailleurs de fonds et le secteur privé. En marge des échanges sur le PND, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu des opérateurs économiques. Ces hommes d'affaires se sont imprégnés des opportunités d'investissement dans notre pays. Franck Quadio est notre envoyé spécial. Les audiences en marge des discussions du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en a eu toute la journée du mercredi 18 mai. Des entreprises privées et autres investisseurs, plus d'une dizaine désireux de participer au développement de la Côte d'Ivoire. J'ai discuté avec notre future intervention éventuelle pour les projets PPP aux alentours d'Abidjan. Et puis d'autres projets du secteur énergie. Et puis ça a été bien passé. Hello there, my name's Edward Muller from Credit Suisse. J'étais très impressionné par l'entretien formel avec M. le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances. Il entend avoir d'autres opportunités de rencontres avec ces autorités ivoiriennes pour des possibilités d'investissement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dans la dynamique de l'émergence avec les acquis du PND objectif à 2020. De quoi revigorer l'intérêt croissant du monde économique pour la Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire dans la dynamique de l'émergence. Et à Paris, la réunion, je l'ai dit, du groupe consultatif sur le PND a été fructueuse. Notre pays a obtenu au premier jour donc des échanges 7 700 milliards de francs CFA de financement. Et hier, avec le secteur privé, les intentions se sont élevées à 9 500 milliards de francs CFA. On retrouve notre envoyé spécial. Rencontre avec le secteur privé à Paris, le Premier ministre, ministre de l'économie et du budget Daniel Kablan-Duncan et tout le groupe consultatif pour le financement du PND 2016 à 2020 auront défendu le dossier ivoirien. Sur les bases de 2012 à 2015, le premier PND, il fallait donner confiance aux potentiels partenaires techniques et financiers. Agent Kakou Diagou, président du patronat ivoirien, de sonner le premier la charge. Et pourquoi faire confiance à la Côte d'Ivoire? Le taux de croissance annuel moyen, 9% depuis 2012, avec un but affiché à l'horizon 2020, une croissance forte dans un cadre macroéconomique sain.
Le BEDEF, le patronat français, acquiesce. Les pouvoirs publics ivoiriens ont compris qu'il fallait créer, améliorer le climat des affaires. Et le champ est vaste pour que nous puissions les uns et les autres participer aux côtés du gouvernement de la Côte d'Ivoire à ce développement qui est sans cesse croissant. Plusieurs opérateurs exerçant déjà en Côte d'Ivoire témoignent de l'environnement propice à l'investissement privé. Et enfin, le résultat des discussions. Les intérêts exprimés sur les opportunités d'investissement présentées au cours du groupe consultatif s'élèvent à ce jour à 19 milliards de dollars, soit 9 500 milliards de francs CFA, dans l'attente de la finalisation des échanges qui vont se poursuivre dans les prochains mois. Intention de financement qui augure de bons auspices pour l'économie nationale. Le chef du gouvernement s'en félicite. Sur les 37 milliards de dollars demandés, déjà sur place, il y a 19 milliards qui ont fait l'objet d'annonces de projets. Ce qui fait qu'au niveau des réunions d'Abidjan, qui vont se tenir avant la fin de l'année, il est fort probable que nous bouclions l'ensemble de ce dossier des 37 milliards de dollars pour le secteur privé. L'industrie comme pilier de la transformation structurelle de l'économie, la Côte d'Ivoire entend rejoindre les 50 premiers pays selon le classement Doing Business, le baromètre de la bonne gouvernance initié par la Banque mondiale. Et des participants à cette réunion de Paris sur le PND ont réagi au micro de notre envoyé spécial à Paris. Nous les écoutons maintenant. 30 000 milliards de francs CFA, le plafond trouvé par l'État dans le cadre du Plan national de développement 2016 à 2020. 7 700 milliards récoltés par les fonds d'investissement public, mais la plus grosse part, 62%, dévolue au privé. Les discussions ont porté 9 500 milliards d'intérêts de financement pour toute la délégation. C'est la satisfaction. Et nous avons été entendus dans toutes les discussions. Les investisseurs ont donné leur volonté de partenariat avec les investisseurs locaux, avec les entrepreneurs ivoiriens, afin de réaliser les investissements qui sont prévus par le plan de développement. Que tout s'est bien passé, donc nous retournons en Côte d'Ivoire donc satisfaits. L'industrie, le tourisme, l'agriculture, l'éducation, les TIC ou encore la santé. Plusieurs ministères opérationnels qui appréhendent bien les défis à relever. Nous avons un devoir dans ce que nous avons demandé dans le PND, de satisfaire les populations ivoiriennes en termes de santé. Et comme je l'ai dit, satisfaire la population ivoirienne en termes de santé, c'est améliorer tout le système de santé. Et tout le système de santé, c'est quoi? C'est faire en sorte de mettre à la disposition des populations des ressources humaines de qualité, des infrastructures aux normes internationales, mais également la prise en charge de toutes les pandémies. Les discussions néanmoins vont se poursuivre les mois à venir. Objectif, obtenir d'autres promesses, le climat des affaires étant de plus en plus favorable. Et on passe à cette préoccupation, attaque terroriste ou accident. La question en tout cas reste posée après la disparition la nuit dernière en mer d'un avion de la compagnie Egypt Air reliant Paris et le Caire. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que des débris susceptibles d'appartenir à l'appareil ont été localisés en Méditerranée par un avion égyptien participant aux recherches selon l'armée grecque. Reste maintenant à retrouver les 2 boîtes noires pour connaître les causes de ce crash. Sylvie Touré. Parti de Paris à 23 h, l'Airbus A320 de la compagnie Egypt Air n'atteindra jamais le Caire. Il s'est abîmé au large des côtes de l'île Carpathos sans avoir donné le moindre signe de détresse. L'avion s'est-il crashé accidentellement ou a-t-il été la cible d'un acte terroriste? La question reste entière pour l'heure, même si la piste terroriste semble plus plausible selon les autorités égyptiennes. Le dernier contact que nous avons eu avec l'avion remonte à environ 2h30 du matin. Puis l'avion a disparu du radar. Nous avons tenté plusieurs fois d'établir le contact avec l'avion, mais à 2h50, il était devenu évident qu'il était désormais injoignable. Si vous analysez bien la situation, la possibilité d'une attaque terroriste est plus forte que la possibilité d'un problème technique. C'est également l'avis de cet expert français en aéronautique.
On sait que cet avion a cessé d'émettre d'une manière relativement brusque, en tout cas instantanée, d'après les données qui sont ouvertes et qui sont connues. Donc on n'imagine pas un avion qui va avoir une panne, parce que imaginons qu'on coupe les moteurs sur un avion, il va continuer à planer pendant des dizaines et des dizaines de minutes sur des centaines de kilomètres. Donc c'est pas quelque chose qui est aussi brutal et instantané. Aucune piste ne sera écartée ni privilégiée, a affirmé ce matin le président français François Hollande. L'avion avait à son bord 66 personnes, dont 30 Égyptiens, 15 Français et une dizaine d'autres nationalités. Sur place ici à Abidjan, s'est ouvert ce matin la 3e édition des journées de l'entreprise numérique. L'initiative est de la CGC, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Le but est affiché, inciter les entreprises ivoiriennes à intégrer le numérique dans le fonctionnement de leur administration. Francis Boifo. Des chefs d'entreprise tunisiens à Abidjan pour partager leurs expériences sur le numérique avec des responsables de structures ivoiriennes. Le numérique est un outil de développement économique en Tunisie. Nous avons une éducation qui génère énormément d'ingénieurs informaticiens sur lesquels nous nous reposons, des ingénieurs qui sont de qualité et qui nous permettent de construire là-dessus des sociétés et des produits numériques qui génèrent énormément de richesses et de valeur ajoutée pour le pays, mais aussi pour le continent. C'est pour amener les entreprises à intégrer le numérique dans leur fonctionnement que le patronat ivoirien organise durant 2 jours la 3e édition des journées de l'entreprise numérique. Les entreprises, celles qui ne vont pas embrasser la transformation digitale aujourd'hui, dans 10-15 ans, elles vont avoir beaucoup de problèmes. Donc nous, notre rôle ici, c'est vraiment de les amener à faire en sorte qu'elles se l'approprient, qu'elles n'aient pas peur. Les gens ont souvent peur de tout ce qui est informatique, alors qu'au contraire, c'est un outil qui peut les amener à vendre plus, faire plus de chiffre d'affaires. En plus des conférences et panels, des rencontres B2B, des sessions techniques et des visites de stands. 40 exposants et 150 participants professionnels sont disponibles à communiquer sur les avantages du numérique et de la mobilité en matière de TIC. La Fondation internationale Cocoa Initiative vient de lancer le projet « Éliminer le travail des enfants dans la cacao-culture ». Ce projet qui va durer 4 ans prendra en compte 50 communautés cacaoyères. Plus de 5000 enfants vulnérables vont bénéficier d'un soutien et d'un encadrement visant à favoriser leur éducation. Mama Traoré, Thomas Kessambi. Pour combattre le travail des enfants dans la cacao-culture ivoirienne, la Fondation internationale Cocoa Initiative mise sur l'éducation, la formation et la lutte contre la pauvreté. Ce à travers les actions déclinées dans son initiative dénommée « Éliminer le travail des enfants dans la cacao-culture » en abrégé « Projet ECLIC ». Projet qui prévoit entre autres de prendre en charge 3000 enfants vulnérables au travail, d'assurer la formation professionnelle de 450 jeunes et d'appuyer 1500 ménages dans le développement des activités génératrices de revenus. En tout, 5450 enfants de 5 à 17 ans seront bénéficiaires. Le projet ECLIC est à la fois une opportunité, un défi et une promesse pour notre fondation. Nous sommes convaincus que ce projet sera le début d'une longue série et l'ouverture à l'implémentation d'autres projets de plus grande envergure afin d'impacter de façon plus significative le quotidien des enfants des communautés cacaoyères. Coût global du projet ECLIC, 2,7 milliards de francs CFA. Un financement accordé par le gouvernement américain à travers le département du travail. Pour la mise en œuvre, la Fondation internationale Cocoa Initiative va prendre en compte 50 communautés productrices du cacao. Vu l'impact escompté, le projet ECLIC bénéficie du soutien de la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, la première dame Dominique Ouattara. Elle était représentée à cette cérémonie de lancement par le ministre Moussa Dosso. Le projet ECLIC participe à l'exécution du plan d'action national 2015-2017 de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants. Je voudrais profiter de cette occasion pour, encore une fois, remercier la Fondation pour ses initiatives en faveur de la lutte contre les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Je garde l'espoir qu'ensemble, avec ce type de partenariat, nous arriverons à endiguer le phénomène des pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Lancé officiellement ce jeudi,
Le projet ECLIC, en phase d'exécution depuis novembre 2015, prendra fin en novembre 2019. La police nationale est aussi au front pour assurer la sécurisation des personnes et des biens. Elle vient de lancer l'opération Épervier pour traquer les microbes. Ces jeunes gens qui s'adonnent à la délinquance et qui troublent la quiétude des populations. L'opération a déjà porté ses fruits. Des centaines de suspects ont été interpellés. Témoignage à Boussanogo. C'est une vaste opération d'envergure baptisée Épervier. Une opération de traque qui vise à mettre fin aux agissements des jeunes délinquants appelés microbes et à sécuriser les personnes et leurs biens. Et cette traque a mobilisé un dispositif humain important constitué de plusieurs unités appuyées par le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. C'est dans la commune de Yopougon qu'elle a débuté. Patrouille, ratissage, bouclage et démantèlement de tout endroit à risque, susceptible d'abriter des microbes. Bilan, plusieurs suspects interpellés, des armes blanches et de la drogue saisie. Après la commune de Yopougon, Kapasura Bobo, réputé comme le fief des microbes. Des prises sont faites, des objets sont saisis. Les suspects sont conduits à la préfecture de police d'Abidjan. Le ratissage s'est poursuivi par la suite dans les communes d'Adjamé et de Cocody. Au point de situation fait ce jeudi en fin d'après-midi, l'opération Épervier lancée depuis le mardi 17 mai a permis l'interpellation de 422 suspects et la saisie de plusieurs objets. À la journée d'hier, nous avons fait une communication au cours de laquelle on avait annoncé 248 personnes interpellées. La même opération s'est poursuivie la journée d'aujourd'hui. 174 personnes ont été interpellées. Nous avons pu détruire 21 fumoirs et procéder à la saisie de certains objets. Au nombre de ces objets, nous avons 266 boulettes de cannabis, des armes blanches. Il y a également des comprimés non enregistrés qui ont été saisis. La lutte contre la délinquance est donc engagée. L'opération Épervier va s'étendre aux autres quartiers des communes du district d'Abidjan. Les pays membres de la CEDEAO font la promotion aussi de la sécurité et de la stabilité internationale. Une rencontre se tient en ce moment même à Abidjan. Elle porte sur la mise en œuvre de la traite sur le commerce des armes, l'instrument de régulation du commerce international des armes classiques, des munitions et des pièces composantes est entré en vigueur en décembre 2014, nous dit Christelle Menin. En ratifiant les 28 articles du traité sur le commerce international des armes, les 130 signataires et 83 États parties se sont engagés à ne pas transférer d'armes et de munitions aux pays en proie à l'instabilité, au génocide, aux crimes de guerre ou contre l'humanité. Ils se sont aussi engagés à améliorer le contrôle afin de prévenir les détournements d'armes et plus encore à accroître la transparence en matière de transfert d'armement. Mais la mise en œuvre du traité sur le commerce international des armes connaît des avancées variables selon les pays. En Afrique de l'Ouest, seulement 7 États parties sur les 15 membres signataires de la CEDEAO. L'atelier régional de ces 19 et 20 mai veut donc susciter une mobilisation régionale plus importante et créer un cadre de partage d'expériences et d'élaboration de stratégies communes. Avec l'adoption du traité sur le commerce des armes le 2 avril 2013, la communauté internationale a pris conscience du danger que représente le commerce illicite des armes. Pour mettre fin à ces menaces pour le continent africain, la CEDEAO a un rôle important à jouer pour la promotion de ce traité sur le continent africain. La ratification du TCA n'aura pas de résultats concrets sans une mise en œuvre effective et universelle. La ratification de ce traité sur le commerce des armes par 10 des 15 États membres de la CEDEAO traduit sans aucun doute une prise de conscience des pouvoirs publics et des organisations de la société civile de la nécessité d'adhérer et de mettre en œuvre des normes internationales contraignantes. Selon une étude d'Oxfam datant de 2007, les violences armées font perdre à l'Afrique près de 10 000 milliards de francs CFA par an, soit à peu près le montant annuel de l'aide au développement alloué au continent à cette période. Le trafic illicite d'armes est par ailleurs la première source de ravitaillement des terroristes et autres criminels de droit commun. Contre tout cela, le traité sur le commerce international des armes reste l'unique instrument juridiquement contraignant pour les exportateurs et importateurs d'armes.
Et ajouter cette information donnée lors de cet atelier sur la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes. Le nouveau bâtiment de la CEDEAO à Abidjan sera inauguré le 27 mai prochain, annonce faite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. L'ONG Servir célèbre ses 20 ans. Plusieurs donateurs et partenaires de l'ONG ont pris part aux festivités tenues à Atekoubé, sur le site du centre d'hémodialyse et de greffe rénale de l'organisation non gouvernementale. Henriette Okonabedi, la présidente de l'ONG, a remercié les bonnes volontés qui ont soutenu les actions de Servir depuis sa création en mai 1996. Gabriel Zani. Voici en construction le centre d'hémodialyse et de greffe rénale de l'organisation non gouvernementale Servir, étendu sur environ 2 hectares dans la commune d'Atekoubé. Ce centre est aujourd'hui le symbole de la bienfaisance. Il a servi de lieu pour la célébration du 20e anniversaire de l'ONG Servir le mercredi 18 mai. Sur ce site va s'ériger un grand bâtiment d'environ 6000 mètres carrés. Les travaux ont démarré effectivement sur le site depuis le mois de septembre 2015. Avec l'aide des bonnes volontés partenaires de l'ONG, plus de 2 milliards de francs CFA ont été engloutis dans ce vaste chantier qui, une fois achevé, prendra la forme d'un rein. 20 ans de charité, de bénévolat, ce sont les partenaires qu'il convient de remercier. Car sans eux, pas de kits scolaires à distribuer, pas d'alphabétisation et non plus de centre d'hémodialyse à construire. Chers partenaires et donateurs, d'ici et d'ailleurs, je ne cesserai de vous remercier car c'est grâce à votre constante sollicitude et engagement ferme que Servir a pu résister au temps. Merci et 1000 fois merci. Merci à vous. Il reste encore plus de 3 milliards de francs CFA à investir pour achever le centre d'hémodialyse. Mais pour autant, les bonnes volontés ne sont pas essoufflées. J'invite tous les opérateurs économiques à venir voir ce qu'elle a fait et surtout à la soutenir pour finaliser ce projet. Ce projet, c'est la santé, c'est la vie et je pense que c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Il faut encourager, Servir, encourager Madame Bédier qui n'a de cesse de faire ce don de sa personne et qui a une très grande ambition pour son ONG Servir. Après avoir été à l'initiative de la loi portant insertion des handicapés physiques dans la fonction publique, ce centre représente un autre engagement fort de l'ONG Servir auprès des personnes démunies. La construction du centre d'hémodialyse est prévue s'achever dans 2 ans. On ouvre maintenant le chapitre politique de cette édition avec le PDCI. La délégation d'Aboisseau sonne la mobilisation des militants pour les futures échéances électorales. Abou Sanogo. Fanfare et prestations artistiques. La délégation départementale du PDCI d'Aboisseau sonne la mobilisation de ses militants à l'Apatam Gustave Brou. Autour du thème « Rassemblement et Renaissance ». Occasion pour Magloire Anouma Kouaou de rappeler qu'à l'occasion de la construction de l'université du PDCI à Krendiabo, les membres des instances ont opté pour la négociation, le dialogue et le consensus pour la désignation de leurs candidats aux différentes élections locales. Il a par la suite salué le projet du parti unifié. Car, dira-t-il, gagner ensemble pérennise l'action politique et garantit l'harmonie entre les générations. Propos soutenus par les représentants des jeunes, des femmes et du porte-parole des anciens délégués départementaux du PDCI RDA de la région du Sud Komoué. À leur suite, l'ambassadeur Bena Ewi Koutouan a animé une conférence sur la pensée politique du président Félix Houphouët-Boigny autour des notions de paix, d'union et de dialogue. Par ailleurs, 11 militants du PDCI du Sud Komoué ont été faits respectivement grand officier, commandeur, officier et chevalier, quand 12 ont reçu des diplômes d'honneur. Aka Aoulé, président du conseil régional du Sud Komoué, Émile Ebrotier et Olivier Akoto ont invité les militants de la région à l'union et à la cohésion. Un message du président du PDCI RDA, Henri Konabédié, exhortant militants et militantes du parti à rester mobilisés, a été lu par Olivier Akoto.
Hors de la Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi n'en a pas fini avec les problèmes. Un mandat d'arrêt vient d'être émis contre lui par les autorités congolaises qui l'accusent d'avoir recruté des mercenaires. Moïse Katumbi, principal rival du chef de l'État Joseph Kabila, s'est porté candidat à la présidentielle prévue en principe fin 2016. Moïse Katumbi Chapoué inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État en RDC. L'opposant déclaré candidat à la présidentielle congolaise ne jouit plus de sa liberté. Il ne peut plus faire n'importe quoi, il est également sous le coup d'un mandat d'arrêt, a affirmé Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Ancien gouverneur du Katanga, la principale région minière de la RD Congo, l'homme est accusé d'avoir recruté des mercenaires américains et des miliciens en vue de déstabiliser le régime de Kinshasa. Moïse Katumbi rejette ces accusations qu'il qualifie de manœuvre du régime Kabila pour l'écarter de la prochaine élection présidentielle prévue pour cette fin d'année. Les autorités congolaises avaient annoncé le 4 mai dernier l'ouverture d'une enquête sur la question. Une enquête dans laquelle Moïse Katumbi a été auditionné 3 fois. Des centaines de milliers de ses partisans l'avaient même accompagné au parquet de Lubumbashi. En RD Congo, l'inculpation neutralise la phase d'instruction. Moïse Katumbi est donc désormais formellement en attente de son procès. Au vu des chefs d'accusation retenus contre lui, il encourt la peine de mort, systématiquement commu en prison à vie en vertu d'un moratoire sur l'application de la peine capitale, indique un professeur de droit pénal. Et ce commentaire de Thomas Gessambi met fin à ce journal. Merci à vous tous de votre aimable attention.